Salut à tous, je n'ai pas de blague mais faites comme si vous rigoliez, soyez polis et bienvenue dans les Breaking News du vendredi. Alors comme tous les vendredis sur écran large, on revient en vidéo sur les news importantes ou intéressantes de la semaine. On va commencer tout de suite par Wonder Woman 1984 parce que c'est le grand sujet de cette semaine. Alors rappelons un petit peu le contexte bordélique de 2020. La suite de Wonder Woman devait sortir en juin, elle a été décalée parce que 2020 est arrivé à août, puis en octobre, puis en novembre, et maintenant c'était censé être en décembre, le 30 décembre en France. Tout le monde se demandait vraiment si ça allait être possible, puisque entre l'état des salles en France où c'est fermé, aux États-Unis où encore les grandes villes sont toujours fermées, c'était plus que difficile d'imaginer que ça allait le faire, et Warner, côté États-Unis, a clairement officialisé ça il y a quelques jours. Ils ont dit Wonder Woman, ça va sortir le 25 décembre au cinéma aux États-Unis, mais, et c'est là que c'est intéressant, également sur HBO Max en même temps. C'est-à-dire que le 25 décembre aux États-Unis, le public aura le choix entre aller voir Wonder Woman 1984 dans les salles de cinéma ou avoir un abonnement à HBO Max et le regarder dans leur salon sur leur télévision. Pour rappel, HBO Max, c'est la plateforme de SVOD du studio Warner Bros. C'est en gros le Netflix de Warner Bros. Pourquoi c'est intéressant et pas si... C'est à la fois un peu étonnant et en même temps logique. D'un côté, le film ne pouvait pas décemment sortir en salle. Comme je viens de le dire, les salles sont fermées dans plein d'endroits de plein de villes importantes. Le sortir, c'est quasiment suicidaire. Tenet l'a un peu prouvé avec un score qui était franchement décevant. Warner et Christopher Nolan l'ont assumé. Donc sortir Wonder Woman, c'était plus que dangereux. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis Tenet, aucun blockbuster n'est sorti aux États-Unis et donc à peu près partout dans le reste du monde. Pourquoi c'était également compliqué de le repousser? Parce que ça aurait été l'autre option. Ne pas le sortir en novembre, ne pas sortir en décembre, sortir en janvier, février, mars peut-être. Pourquoi c'est plus que compliqué là encore? Parce que sortir un blockbuster en janvier-février, ça arrive quasiment jamais. C'est un peu le dépotoir ou en tout cas le cimetière des gros films. Ça arrive très peu. Logiquement, c'est plutôt en décembre, le dernier créneau d'une année qu'on sort un gros film, ou alors après, on arrive en mars, avril, mai, où là la machine se relance avec beaucoup d'énergie. Et là, ça aurait été le problème, puisque Wonder Woman, s'il était sorti en mars, en avril ou en mai de 2021, il aurait été face à Morbius, face à SOS Fantôme, Fast and Furious, Marvel, James Bond, bref, il aurait eu de vrais concurrents en face, et c'était là encore un risque pour Warner Bros. D'autant qu'il ne faut pas oublier que les studios qui ont repoussé plusieurs fois des films comme un James Bond, comme Black Widow, ou comme Warner avec Wonder Woman, il y a de l'argent qui a déjà été investi. Il y a en plus des deals de merchandising qui peuvent poser problème, puisque en gros, quand on signe des deals pour sortir des jouets, des t-shirts ou plein de conneries, si on les sort plus tôt que le film, ça peut être un petit peu contre-productif. Et si on commence à repousser tous ces deals-là, ça peut coûter de l'argent, ça peut être très compliqué en termes de gestion entre le studio et les entreprises McDo ou je ne sais pas quelle merde. Donc, tout ça a mené Warner à prendre une décision. Et elle est plutôt intelligente ou en tout cas intéressante, puisque c'est un peu le mix de tout ce qui s'est fait ces derniers mois. Déjà, rappelons que Warner, c'est le studio un peu warrior de l'année 2020, puisqu'ils ont sorti Tenet et que maintenant ils sortent Wonder Woman. C'est en gros les seuls qui prennent des risques et qui essayent. Ils ont retenu deux leçons. La première, c'est celle de Mulan. Mulan, pour rappel, c'est le blockbuster qui a énervé tant de monde, pas seulement parce qu'il est assez moyen, mais aussi surtout parce qu'il devait sortir en salle et que Disney a décidé de le sortir uniquement sur Disney+. Ça a été un peu pris comme un coup de pied dans la gueule des studios, des salles de cinéma, pour dire clairement. Parce qu'ils ont coupé l'herbe sous le pied, ça aurait pu être vraiment une manière de relancer l'industrie, d'aider les salles de cinéma, et ils ont décidé, Disney a décidé de le sortir uniquement sur Disney+. Mais le score n'a pas vraiment été à la hauteur, les chiffres sont pas vraiment connus, mais tous les indicateurs laissent penser que Mulan aurait dû être un énorme appel pour s'abonner à Disney+, et en fait le score a été pas mal, mais sans plus, pour le dire très grossièrement, et si je le dis très grossièrement, c'est parce que ces scores, ces chiffres, sont quand même largement gardés par les studios et par tous ceux qui gèrent cette industrie de la SVOD. À côté de ça, l'autre leçon que Warner a retenue, c'est Tenet. Tenet, comme je le disais, il est sorti en salle, c'est un gros coup, c'était censé relancer l'industrie, on en a parlé plein de fois, mais pour la faire très brève, il a coûté plus de 200 millions hors marketing, il en a encaissé dans les 350 au box-office mondial. En temps normal, ça aurait été un gigabid. En 2020, c'est, pour être poli, une déception. En tout cas, c'est pas un indicateur clair que l'industrie et le public sont prêts à être relancés. Tout ça amène donc la Warner Bros. À se dire sortons Wonder Woman au cinéma, mais également sur HBO Max. Et c'est plutôt malin parce que d'un côté, ils brossent dans le sens du poil le public qui se dit que le streaming c'est cool, c'est l'avenir,
et qui sont habitués maintenant avec Netflix notamment à regarder des trucs chez eux et même des gros films puisque Netflix fait des super productions. Et de l'autre côté, les salles de cinéma vont être contentes puisqu'il y a quand même un produit qui va être, qui va être mis dans les salles de cinéma pour attirer les gens et peut-être relancer un petit peu ou en tout cas les empêcher de se noyer tout de suite en tout cas. Donc la sortie de Wonder Woman sur HBO Max et au cinéma, c'est hyper intéressant, ça va être un dossier qu'on va suivre de près parce que niveau business et stratégie, c'est un coup assez inouï, ça traînait dans l'air depuis un moment, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va être super intéressant, important, éventuellement casse-gueule et dangereux, mais bon, ça on verra de près. L'autre partie intéressante sur Wonder Woman, vous allez dire, mais donc en France, qu'est-ce qui va se passer? En France, HBO Max n'est pas là. Peut-être qu'il sera là un jour. Actuellement, il y a un deal entre HBO et OCS. Il y a aussi la chaîne Warner TV qui existe. Donc, il y a des séries qui sont censées être sur HBO Max qui sont arrivées entre OCS et Warner TV en France. Dans tous les cas, HBO Max n'est pas là. C'est pour ça que des questions se posent aussi sur le Snyder Cut. Mais ça, c'est encore un autre dossier qu'on a abordé environ 45 fois ces 6 derniers jours. Donc là, le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite de Wonder Woman au cinéma en France. Là, Warner Bros. États-Unis a annoncé que le film allait sortir le 16 décembre partout dans le monde et le 25 décembre donc aux États-Unis. Pourquoi ce léger décalage? La logique, c'est zone téléchargement, le piratage. Si un film sort aux États-Unis en VOD, ça veut dire que dans le monde entier, dans les 24 heures, il est disponible en HD, en téléchargement, ce qui est donc un énorme problème en termes juste de carrière de film. Ça peut la tuer ou en tout cas largement la freiner. Donc, ils annoncent une fenêtre d'une dizaine de jours pour que, en gros, le film ait le temps de vivre dans le reste du monde, dans les territoires où il n'y a pas HBO Max, avant qu'il soit en téléchargement. Cela dit, c'est intéressant, puisque quand ils ont annoncé ça, on s'est un peu tous dit « Ah bon, les salles de cinéma seront réouvertes en France le 16 décembre ?» Première news. Tout le monde l'a pensé, évidemment. Pas mal de distributeurs, depuis, ont dit non sans sarcasme, tiens, merci Warner TV, Warner Bros et Wonder Woman de nous apprendre que le gouvernement a choisi de rouvrir les salles le 16 décembre, parce qu'aucune annonce n'a été faite dans ce sens. Le gouvernement a annoncé qu'ils allaient annoncer qu'il y aurait des annonces, en gros, donc personne ne le sait. Ce qui s'est passé rapidement, c'est que Warner, côté France, a fait une déclaration, un communiqué officiel, disant « Oui, oui, Wonder Woman 1984 sort le 16 décembre, entre parenthèses, si les salles, bien sûr, sont ouvertes. » On voit bien le bordel et un peu le chaos discret qu'il y a en coulisses, parce que clairement, la situation est exceptionnelle, les mesures sont exceptionnelles, la stratégie est exceptionnelle, et ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé avec le James Bond quand il a été décalé pour la deuxième fois, je crois, en tout cas il y a quelques mois, et que Universal en France avait dit, on l'a appris un peu en même temps que tout le monde, donc on a dû gérer, on a appelé, on a géré, on a vraiment improvisé quasiment avec cette information pour la gérer du mieux possible, ce qui donne cette sensation de décisions précipitées et d'informations qui sont un petit peu comiques, puisqu'un communiqué officiel pour dire « Oui, le film sortira le 16 décembre, si c'est possible de le sortir », ça peut sembler un petit peu absurde, et ça montre bien à quel point vraiment 2020 a un impact vraiment très compliqué en termes de gestion, de stratégie, de communication, que ce soit probablement en interne dans les studios, ou en communication externe avec les médias, le public et tout ça. Dans tous les cas, pour faire simple, Wonder Woman, c'est un film qui coûte plus de 200 millions. Le premier en avait rapporté dans les 820 au box-office mondial. Clairement, Warner Bros. Devait miser sur 1 milliard comme Aquaman. C'était à peu près franchement envisageable, vu le succès des derniers films d'ici et la popularité de Wonder Woman. Donc là, ça va être très intéressant. Il va à la fois y avoir la quête d'argent côté salle de cinéma, pour rentabiliser un maximum, et également l'envie, le désir, le besoin d'avoir plus d'abonnés sur HBO Max, puisque, pour rappel, la guerre du streaming est très importante et Warner Bros. A lâché des millions, des milliards dans ce service de streaming maison pour affronter Netflix. Donc Wonder Woman peut-être le 16 décembre, peut-être le 25 décembre, peut-être en janvier, peut-être jamais, qui sait. En tout cas, on en parlera très prochainement pour savoir ça, parce que c'est hyper intéressant à suivre. Maintenant, je bois un verre d'eau, ça fait partie de la vidéo. Le nouveau Scream, depuis des mois, on l'appelle Scream 5 dans nos articles, à défaut de savoir comment l'appeler. Et en fait, c'est tombé, c'est officiel, il s'appelle simplement Scream. Oui, comme le tout premier de Wes Craven. Alors, on va un petit peu rappeler ce que c'est ce projet-là. Scream 5, Scream, est arrivé assez rapidement, puisque en début d'année, on a eu l'annonce du retour du casting original. Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette, qui sont increvables depuis le premier film, et le choix des nouveaux réalisateurs, puisque malheureusement, le grand Wes Craven est décédé en 2015. Les réalisateurs, c'est un duo qui a notamment été révélé par Wedding Nightmare, qui est un film d'horreur assez cool. Pas mal de gens l'ont trouvé nul, mais on le trouve assez cool. Rapidement, il y a eu une date de tournage, une date de sortie. Tout ça a été un petit peu décalé à cause de 2020, encore une fois. Mais le film a été tourné et vient d'être terminé.
le tournage a été officiellement terminé il y a quelques jours, et c'est ça qui a donné lieu aux premières informations officielles, à quelques photos de tournage un peu nulles, et un joli communiqué officiel type bullshit, tout est bien, tout est beau et tout le monde est gentil. Le communiqué officiel, il a été fait par Kevin Williamson, et les fans de la saga le connaissent. Kevin Williamson, c'est le scénariste superstar des années 90. Il a écrit Scream 1, Scream 2, Scream 4 et a participé à Scream 3 dont il a écrit les grandes lignes. Donc si vous le trouvez nul et vous avez tort, sachez que Kevin Williamson a quand même une part de responsabilité. Kevin Williamson a expliqué que le titre officiel était Scream, et c'est à peu près le seul truc intéressant de son communiqué où, encore une fois, il dit que Wes Craven aurait été très content, qu'il est très fier, machin, blabla. Ce qui est intéressant, c'est donc que ce Scream 5 s'appelle Scream. Ça peut paraître peu étonnant au final, puisque rappelez-vous que Halloween 2018 s'appelait juste Halloween, le nouveau Candyman s'appelle Candyman, et ceux qui jouent aux jeux vidéo se souviennent qu'il y a eu un Doom et un Tomb Raider qui s'appelait donc comme si c'était les premiers, alors que c'était le 5e ou le 18e de la saga. On peut aussi se souvenir que les sagas comme Mission Impossible, Pirates des Caraïbes, Hunger Games, Le Labyrinthe, Harry Potter n'ont pas eu de numéros, donc il y a quand même une tendance à Hollywood à essayer d'écarter ce truc de numéro qui fait un peu kitsch, un peu moche, un petit peu cheap, parce qu'on sait que quand une saga arrive à Freddy 8 ou Jason 14, souvent c'est rarement bon signe. Hein. Les James Bond, d'ailleurs c'est un bon exemple, puisque ça existe depuis un siècle, et j'exagère, pas un siècle mais quasiment, et aucun n'a un numéro, ils ont tous un titre plus ou moins drôle. Alors qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, et comment on peut justifier ce Scream 5 entre parenthèses? Première justification, c'est justement qu'ils ont peur que les gens se disent « Mince, je me souviens pas de ce qui se passait à la fin du 3 et du 4, je vais être perdu ». Donc c'est sûrement une manière de se connecter à un nouveau public, puisque le public qui a vu les premiers Scream, c'est peut-être plus vraiment le fond de commerce des films d'horreur d'aujourd'hui. Donc il faut un petit peu appeler plus largement et n'effrayer personne qui pourrait se dire « Mon Dieu, qui était le cousin caché de Sidney Prescott dans le 2e ?» Autre raison, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est éviter ce côté très cheapos des films d'horreur. Quand on arrive au 5e d'une saga, ça commence un peu à puer éventuellement, donc c'est une manière de balayer devant sa porte et de rendre un petit peu de noblesse, en tout cas en théorie. La dernière, peut-être plus intéressante et stimulante, c'est est-ce qu'il y a une raison dans le scénario? Alors évidemment, personne ne le sait, donc je ne vais pas faire des théories, mais peut-être qu'il y a, peut-être que ça a un sens dans le scénario. On arrive quand même à un moment où le trio de tête est increvable, mais peut-être qu'il y en a un qui va quand même passer l'arme à gauche enfin. Et je dis enfin alors que j'aime les héros, mais bon, ce serait peut-être bien de remettre un petit peu d'enjeu et qu'il y ait une mort un peu comme Randy dans Scream 2, histoire de dire aux spectateurs tout peut arriver comme c'est censé être le cas dans cette saga. Peut-être qu'ils vont vraiment passer le flambeau à une nouvelle génération. C'est ce qu'ils ont essayé dans Scream 4, que personnellement je trouve vraiment raté, et heureusement que les héros ne reviennent pas. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée que s'ils veulent que la saga continue encore pendant 15 ans, et que ce ne sera pas avec la série télé, il faut peut-être qu'il y ait des nouveaux héros. Donc peut-être qu'il y a cette idée de revenir aux sources, de refaire un Scream et de redémarrer. Même si, encore une fois, ce n'est pas une suite, enfin si c'est une suite, c'est pas un reboot justement. On n'est pas dans un cas comme dans le Halloween 2018 où on pouvait plus ou moins comprendre qu'ils aient titré ça Halloween, parce qu'ils ont zappé les tonnes de suites qui ont été faites au film de Carpenter en 78. Ils auraient pu appeler ça Halloween 2, puisqu'en fait c'est réellement un Halloween 2 suite du premier. Ils ont décidé d'en faire un Halloween tout court, mais il y avait une justification, parce que c'était un soft reboot, c'est-à-dire que ça zappait plein de films et ça a essayé de se recoller au premier. Scream 5, qui s'appelle Scream, c'est vraiment Scream 5. C'est la suite du 4, puisque le personnage de Marley Shelton, qui jouait une flic, enfin une sorte de shérif, revient. Alors tout le monde s'en fout, même si on aime l'actrice, parce que le personnage n'était pas mémorable. Mais en tout cas, elle est de retour. Donc c'est bien qu'il y ait une filiation entre le 4 et le 5. Tout ça pour dire que Scream 5, il faut l'appeler Scream. Ça va être sympa pour les bases de données quand on va écrire des articles et quand on va le chercher sur Allociné ou IMDb ou Écran Large. Mais bon, ça c'est pour la blague, donc on se demande vraiment, est-ce qu'il y a un sens derrière ça? Réponse en janvier 2022. C'est dans longtemps, ouais. Le troisième sujet de la semaine, c'est quelque chose dont on parle beaucoup trop peu, c'est Star Wars. Alors pourquoi on en parle? Non, c'est pas pour dire que Disney a annoncé une nouvelle série ou un nouveau spin-off ou va hanter vos cauchemars avec le retour de Rey dans un spin-off sur Disney+. C'est juste parce qu'il y a un livre sur les archives de la prélogie qui est sorti et il est assez intéressant. Alors ce livre, c'est la suite d'un autre livre sur les archives de la trilogie originale qui était sorti il y a quelques années. C'est un livre qui revient pendant 600 pages avec beaucoup de détails et des déclarations et des infos, notamment de George Lucas, sur comment la prélogie a été lancée, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce qui a été écarté, et même ce que George Lucas envisageait comme suite dans la trilogie avant de vendre Lucasfilm à Monsieur Disney. Alors il y a des secrets qui sont plus ou moins secrets pour les fans. Il y a notamment le fait que Han Solo aurait pu apparaître dans l'épisode 3, il y a aussi l'idée que Leia devait vraiment être très importante dans la suite, dans la trilogie que George Lucas voulait faire après la prélogie. Et il y a plein de trucs un peu dans tous les sens, notamment autour du retour de Dark Maul et plein de trucs sur le scénario et des
ce que voulait George Lucas ou ce qu'il a failli vouloir. Un truc qui est assez intéressant avec le recul, c'est que George Lucas explique que quand il a présenté le projet de prélogie au studio Fox, qui à l'époque faisait la saga, le studio Fox était très content évidemment, il a forcément pensé dollars. Et très rapidement, George Lucas a dit par contre ce sera centré sur Anakin Skywalker et il aura 10 ans. Et là la Fox a un peu déchanté et lui a vraiment dit visiblement mec tu vas détruire la saga, tout le monde s'en fout de ça, il faut surtout pas que tu le fasses. George Lucas était le premier à dire « Je fais un film que personne ne veut voir, mais je préfère faire ce film-là plutôt que de me répéter. » Et ce qui est intéressant, alors déjà avec le recul, on se souvient, certains d'entre nous se souviennent à quel point la prélogie a été détestée à un moment, puisque, bon, il y a la jurisprudence Jar Jar Binks, qui à l'époque a une déferlante de haine contre lui, plus que le petit Anakin de 10 ans. Il y a eu beaucoup de débats sur la CGI à fond dans l'attaque des clones. L'épisode 3 a un peu rassemblé tout le monde, mais la prélogie a énormément divisé, et George Lucas, à l'époque, il était vraiment dans une espèce de tornade autour des fans, parce qu'il avait beaucoup retouché à ses films originaux en rajoutant des dégueulasseries CGI de tous les côtés. Il était toujours dans cette quête d'améliorer, de bouleverser, de changer, de réécrire des choses pour son plaisir et potentiellement celui des fans, sauf que les fans, ils considèrent Star Wars comme une cathédrale, donc il ne faut surtout pas changer la moindre pierre à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, la prélogie est plutôt perçue avec bienveillance, voire amour, notamment merci à Mickey. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que déjà à l'époque, la Fox avait beaucoup de doutes et il y avait beaucoup de craintes sur est-ce qu'on va abîmer Star Wars et qu'est-ce que les gens veulent de Star Wars aujourd'hui. Ça nous ramène quand même à cette idée qui est maintenant assez évidente. Star Wars, c'est une des franchises les plus compliquées à gérer. C'est a priori l'une des plus évidentes parce que c'est une tonne de poupées, de jouets à vendre. C'est une mythologie très riche, à la fois la mythologie, le canon et l'univers étendu, les BD, les comics, les jeux vidéo. Il y a beaucoup de matière et on le voit encore aujourd'hui avec toutes les théories des fans et tout ce qui a pu être fait à côté des films. Et on voit à quel point c'est compliqué de manier cette mythologie et c'est pour ça qu'il y a toujours ce retour à la nostalgie. C'est pour ça que la trilogie de Disney est revenue en arrière sur les Skywalker. C'est pour ça qu'on est revenu sur Han Solo. C'est pour ça qu'on est revenu sur l'étoile de la mort, l'étoile noire. Et c'est pour ça qu'on revient constamment à une petite parcelle de la mythologie qu'on pourra expliquer plutôt que de se dire on va totalement inventer dans la galaxie immense de Star Wars. Donc c'est intéressant de se dire que déjà à l'époque, tout le monde avait conscience que c'était compliqué Star Wars et en tout cas avec le recul, on a conscience qu'ils avaient pas forcément les cartes en main pour savoir ce que voulait le public. Peut-être que personne ne sait ce que veut le public. Star Wars, c'est une saga qui existe depuis tellement longtemps. Comment on peut rassembler les grands-parents qui, à l'époque, l'ont vu quand ils étaient ados, pour rassembler les grands-parents avec leurs gamins, avec un public masculin-féminin, avec une tonne de gens qui a sa propre idée de ce qu'est Star Wars, qui a pu adorer la prélogie et découvrir Star Wars avec la prélogie, et ceux qui n'aiment pas trop la prélogie parce qu'ils préfèrent le dur, le vrai de l'origine de Star Wars avec George Lucas. Donc c'est amusant avec le recul maintenant sur la prélogie de se dire que déjà à l'époque il y avait quand même beaucoup de réflexions et que finalement, ça on le dit souvent sur écran large, on est curieux de savoir comment va être perçue la trilogie de Disney d'ici 20 ans par exemple, puisque la prélogie a vraiment gagné en amour au fil des années. Et en tout cas c'est assez amusant puisque si la Fox a eu beaucoup de doutes sur l'idée que Anakin Skywalker de 10 ans amoureux de Natalie Portman allait pouvoir bousiller la saga, la prélogie a eu son pic de succès avec La Menace Fantôme qui a rapporté plus de 900 millions il me semble et c'était beaucoup plus que les deux suivants. Donc on voit que finalement le gamin Anakin c'est celui qui a rapporté le plus de thunes et la Fox a eu donc raison d'avoir tort. Alors maintenant, on a parlé des breaking news les plus importantes de la semaine, on va ouvrir la petite page FAQ, foire aux questions, c'est-à-dire que chaque semaine on revient sur une question que les lecteurs nous posent fréquemment, tout ça pour un petit peu expliquer qui est l'équipe, qu'est-ce qu'on fait, ou comment on fonctionne et quels sont nos problèmes intimes et personnels, ça viendra plus tard. La question du jour c'est qui est chez Écran Large, qui fait quoi? Très bonne question. Alors l'équipe d'Écran Large côté rédaction, c'est principalement 4 personnes. Alexandre, Mathieu, Simon et moi, vous nous avez vu pas mal en vidéo notamment, et on écrit pas mal d'articles chaque semaine. On est le noyau dur de la rédaction. On écrit tous sur les films et les séries. Alexandre et Mathieu ont 2 particularités. Alexandre, il est secrétaire de rédaction, et c'est un poste hyper important, et même si son nom est un peu nul, c'est pas du tout un secrétaire, c'est quelqu'un qui relit et publie nos articles. Ça peut sembler simple comme ça, mais c'est très compliqué. C'est un poste vraiment stratégique au milieu de la rédaction. C'est lui qui filtre et fait en sorte que tout marche bien. Et c'est vraiment une tête centrale dans l'équipe. Ça prend beaucoup de temps. Et à côté de ça, évidemment, il écrit aussi. C'est juste une part de son job. Même chose pour Mathieu. Une part de son job, c'est de gérer la page Facebook.
Ça peut sembler être un jeu puisque vous le faites avec vos photos de vacances et vos sandwichs tous les soirs, mais en fait, lui, il a un job important puisque la page Facebook est centrale. Énormément de gens nous suivent, nous lisent et nous insultent uniquement grâce à Facebook. Donc le job de Mathieu, c'est d'alimenter la page Facebook et de vous répondre gentiment quand vous nous insultez et vous remercier quand vous nous lancez des cœurs et des gifs et des super blagues. À côté de ça, il y a toute une équipe de freelance. C'est des rédacteurs qui écrivent de manière plus ou moins régulière. Ils ont quasiment tous un petit secteur qui est leur secteur. Nous avons Déborah qui écrit des news tous les matins, qui est donc tout le temps là dans la rédaction. On a aussi Elliot, Arnold et Priscilla qui sont sur le secteur comics principalement. Donc c'est eux qui lisent et écrivent des trucs sur Marvel, sur DC et qui sont aussi des gros gamers. Il y a ensuite Camille et Lino qui écrivent sur les séries, mais pas que. Et il y a également Mathias qui est un ancien stagiaire qui a rejoint le pôle freelance il n'y a pas longtemps. Globalement, dans l'équipe, côté freelance et même côté équipe fixe, quasiment tout le monde a été stagiaire avant ça. C'est pour ça qu'on considère les stagiaires vraiment comme des égaux et que c'est une super porte d'entrée parce que malheureusement ou heureusement, c'est comme ça que ça fonctionne dans le secteur très compliqué, casse-gueule et pas cher payé des médias. À côté de ça, on a des stagiaires. Actuellement, on a Gaël. Parfois, on en a 2. On va essayer d'aller à 3 en ouvrant le maximum de sujets parce qu'il y en a pas mal qu'on explore peu, puisqu'il y a aussi le secteur manga sur lequel on est assez discret jusque-là. Et on a le freelance Flavien qui est dessus. À côté de ça, on a Maximin qui là est derrière la caméra virtuellement et qui fait les vidéos. Il est là depuis peu dans l'équipe et c'est lui qui filme, qui nous engueule quand on est trop long, qui rigole à nos blagues mais essaie de ne pas nous déconcentrer et qui monte les vidéos pour les publier sur Facebook et essaie de surveiller que vous ne nous insultez pas trop sur YouTube. J'ai dit Facebook mais c'était YouTube évidemment, puisque la chaîne YouTube a été lancée il n'y a pas longtemps, grâce en grande partie à Maximin. Alors évidemment là j'ai parlé de la rédaction écran large, le dur qui écrit, publie et fait en sorte que le site vive, mais à côté de ça, écran large existe dans un écosystème plus grand. On est dans une boîte, donc il y a la direction, il y a la compta, il y a les partenariats, il y a la partie technique, développement pour le site, parce qu'on a un site internet, donc il y a évidemment beaucoup de problèmes techniques et de trucs à améliorer. Donc petite dédicace à Jonathan, Léna et Céline qui regardent souvent ces vidéos. Bonjour et merci d'être drôles et de nous soutenir au quotidien. Voilà, c'était ça, écran large. On est donc en gros une bonne dizaine côté rédaction et plein de gens dans l'ombre qui sont au-dessus d'ici et qui, de loin, nous écoutent et nous surveillent et nous engueulent ou nous félicitent selon les jours. Bref, je vais boire un verre d'eau, c'était le Breaking News numéro 8, je vous souhaite un bon week-end. Comme d'habitude, il faut absolument commenter, nous dire ce qu'on devrait changer, vous abonner à la chaîne, partager, et j'ai pas de blague à faire sur vos mamans parce que je suis beaucoup plus poli et gentil que Simon. Bon week-end!